Les metteurs en scène qui font des films qui dénoncent, ils n'ont pas envie d'avoir Cathy Tuche. Comment t'as fait pour arriver à encaisser 2 décès des 2 parents la même année? Alors je vais être honnête, j'ai pris des antidépresseurs. Moi je vais faire une lettre, je dis quand je commence à sentir le pipi, dites-le moi. Parce qu'on se sent pas soi-même. Dans 15 ans, j'ai 80 ans. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans ma vie que de me lever à 5h du mat, d'aller sur les tournages, d'aller... Non. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Isabelle Nanty. Isabelle Nanty qui a joué comme comédienne dans beaucoup de films que vous avez sûrement déjà vus. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Elle a joué dans Les Visiteurs, dans Astérix et Obélix. Elle a joué dans Les Tuches aussi. Et là, elle arrive avec un nouveau film qui s'appelle D'où Jésus. On va vous en parler, elle va venir nous raconter. Elle joue le rôle d'une mère supérieure dans un couvent. Elle va venir nous raconter ça sur Légende. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube avant de commencer si vous voulez bien. En 2 secondes, vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque mois. Il suffit juste de cliquer sur s'abonner, de liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup, de commenter aussi, puis de mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie. En podcast audio aussi, merci d'être là de plus en plus nombreux. Sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Amazon Podcast. On est premier podcast de France depuis encore au jour du tournage. Donc merci beaucoup d'être là de plus en plus nombreux. Et maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'on a lancé ce média. Donc voilà, merci beaucoup d'être si nombreux. On va faire une vidéo. Du coup, je voulais faire ça dans quelques semaines. Je ne sais pas si ce sera celle du mercredi, de vendredi ou du dimanche, mais je vais venir devant vous et je vais répondre à toutes les questions que vous nous posez par email sur cette adresse. On a fait une adresse exprès, FAQ, donc fort aux questions, FAQ@legendegroup.fr. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez sur la création, sur le pourquoi, si vous avez voilà, des questionnements sur un sujet, sur les invités, sur l'émission que vous avez préférée. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Je vais essayer de vous raconter aussi, depuis le départ, pourquoi on a créé Légende, comment est-ce qu'on a trouvé ces sièges, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est structuré, comment est-ce qu'on a trouvé ce studio, comment est-ce qu'on s'est créé depuis le début. Je vous annoncerai aussi un très gros projet qui nous tient vachement à cœur. Lors de cette vidéo-là, qui arrive dans quelques jours. Donc, je vous raconterai tout ça. Envoyez-moi plein de questions, toutes les questions. Vous pouvez en poser même plusieurs par email, FAQ@legendegroup.fr. On se retrouve dans quelques jours dans cette vidéo-là pour vous expliquer tout ça. Et là, maintenant, c'est parti avec Isabelle Nanty, qui est notre invitée sur Légende. On y va. Bon, bonjour, je m'appelle Isabelle Nanty et je suis ravie de passer ce moment avec Guillaume. Hop. T'as pas fait exprès en plus? Non. Non, je me dis c'est une cascade. T'as voulu faire un peu le, tu vois. C'est le truc qu'a cascadé tout seul. Ah non, mais écoute, on peut le garder hein, si tu veux. Bon, je suis très contente de te recevoir. On s'était rencontrés il y a très longtemps. Ouais. Dans une autre émission, à l'époque à la radio, il y a quelques années. Tu n'as pas changé. Eh ben, toi non plus. C'est un plaisir. Je sais que t'aimes pas trop les interviews. J'ai entendu que tu disais ça dans une interview, que t'aimais pas trop ça, que t'étais pas très à l'aise avec ça. Je vais essayer de faire du jeu. En fait, j'essaye d'oublier que c'est un interview et j'essaye de me dire que c'est un moment passé avec quelqu'un. Bah oui. J'aime bien les interviews quand tu peux interviewer un petit peu aussi. Ah, quand tu veux poser des questions? Écoute, si tu veux, je répondrai à tes questions. Bon, si ça me vient, en tout cas. Là, tu viens pour un film ouais. Qui s'appelle D'où Jésus. Il y a l'affiche qui se met à l'image là. Je racontais juste avant, j'ai rencontré aussi tu joues le rôle d'une mère dans un couvent où les sœurs ne sortent que tous les 2 ans pour une visite médicale. Et il y en a une qui va s'enfuir, Marie-Lou Berry qui va s'enfuir. Parce qu'elle voit des signes un peu partout, ça lui donne envie d'aller retrouver son amour de jeunesse auquel elle pense son corps. Et tu vas partir en quête, tu vas essayer d'aller la chercher, etc. Tout le monde peut y aller, voir ce film, c'est familial ou faut pas y aller avec des enfants? Je pense que ça... En tout cas, c'est un thème intéressant pour les enfants. Sentir ce qui est bon pour soi, choisir sa vie, même si nos parents nous amènent ou nous guident un peu trop, des fois, peut-être. Tu t'es écouté, toi, dans ta vie? Est-ce que quand tu avais envie de changement, tu t'es écouté ou tu as suivi un peu le côté social et tu es un peu emmené dans la société Alors, très tôt, j'ai compris parce que j'avais lu un livre de Bettelheim qui s'appelle Le cœur conscient. Et il disait que dans les camps, puisqu'il avait été dans les camps de concentration, ceux qui s'en sortaient apparemment le plus, c'était ceux qui étaient le moins attachés à leur statut social. Donc, j'ai eu conscience de ça très tôt. Ouais. Je vais revenir sur ce sujet juste après. On va parler de campagne, parce que le principe de l'émission, c'est de refaire le parcours de l'invité pour comprendre comment il en a arrivé là. Je vais peut-être comprendre, alors. Tu as joué dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans Les Visiteurs, dans Astérix et Obélix à l'époque, dans Mission Cléopâtre, dans Les Tuches, évidemment.
T'as mis en scène, pour ceux qui ne savaient pas, Gad Elmaleh. T'as mis en scène plein de gens. T'as mis en scène Danny Boone, qu'on a reçu là il y a quelques temps, les Robin des Bois. Il est mignon, hein, Danny. Il est génial, Danny Boone. Je l'adore, je l'adore. Et puis, il est doué pour plein de choses. Il regarde l'émission, donc je l'embrasse. Ah bah d'accord. Il est tellement doué, voilà. C'est-à-dire quand moi, j'envie ces gens qui savent faire de la musique comme ça, qui dessinent comme ça, qui sont doués pour du talent, tout. tu veux dire? Bah, non, mais qui sont doués. Parce qu'on peut avoir du talent et pas être doué. Mais moi, ça me fascine de rencontrer des gens doués parce que c'est une grâce, en fait. C'est ouais, le grand don de Gad, c'est sa grâce. C'est quand tout d'un coup, lui arrive don ne sait où, des phrases, des expressions, une gestuelle. Il est vraiment connecté à quelque chose qui est là-haut, quoi. Toi, t'étais pas doué à l'école, tu disais. Non, moi, je suis pas douée. Si, arrête, non, arrête. Mais je ne suis pas douée. Non, mais c'est bien de le savoir. Moi, j'ai fait les scouts quand j'étais petite. C'est un bon test pour savoir qu'on n'est pas doué. T'es pas manuel, tu veux dire? Ah bah alors là, les travaux manuels à l'école, je faisais le cadeau de fête des mères à la fête des pères et le cadeau de fête des pères le jour de la sortie des classes. J'ai toujours un temps de retard. Comment ça se fait que tu as eu un parcours, on va revenir, mais tu t'es fait virer des cours Florent. Tu étais en SECPA, ouais. À l'école, tu t'es fait virer des cours... à l'école, alors c'est rien à voir, j'étais pas au SECPA du cours Florent. Non. On est tous SECPA au cours Florent. Non. J'étais en SECPA, c'est-à-dire 4e de transition, j'ai fait. 3e de transition aussi. C'était l'équivalent de c'était la voie pour l'apprentissage. Et franchement, si j'avais été douée pour quelque chose, j'aurais fait un apprentissage. Mais comme je n'étais pas non plus douée ni pour couper les cheveux, et pas douée pour la guitare, pas douée pour... parce qu'un peu dyspraxique. C'est-à-dire quoi, dyspraxique? On n'a pas de coordination totale. Ah bon? Ouais. Donc pour conduire, par exemple? Finalement, en apprenant, il y a des automatismes qui se font comme je veux dire, un morceau de piano qu'on sait par cœur. Au bout d'un moment, c'est les mains qui l'apprennent. Mais le rapport entre la main droite, le côté droit et le côté gauche... est moins bon? Ah oui? Ça peut être un problème. Et un jour, je tombe sur quelqu'un qui m'a fait jouer sur scène. Et là, j'ai eu... T'as trouvé un truc dans lequel t'étais doué? C'est-à-dire que mon corps a dit oui. Mon corps, il s'est senti vivant des pieds à la tête, comme ressuscité. Il avait trouvé sa fonction dans le monde, c'est-à-dire l'autre, la communion avec le public, la communion avec les partenaires, et puis une espèce d'envol où on se sent quitter presque son enveloppe. Moi, ça a été ma révélation. T'étais pas timide? Non? Je ne suis pas timide, je crois, parce que j'aime bien les gens. Donc je sais qu'il y a moins à craindre chez les gens qu'à redouter. Mais je suis timide pour les choses très, très bouleversantes ou pour les choses amoureuses et tout ça, oui. T'as grandi à la campagne? Ouais. Bien dessus. Donc ton papa était patron d'une scierie. Ouais. Rien à voir avec le milieu artistique du tout. Hein. Non. Et une maman qui était norvégienne, ça, qui ouais. est venue, qui a quitté son pays pour rejoindre ton père. Ouais. C'était quoi l'ambiance à la maison pour comprendre? C'était drôle, c'était plutôt sévère, c'était plutôt chacun fait ce qu'il veut, c'était comment? Mon père, déjà, il avait évidemment des troubles de l'attention. C'était un poète, en fait. Il avait fait ce métier pour reprendre l'entreprise familiale, mais au fond, je pense qu'il aurait été un artiste intéressant. Ma mère avait fait aussi un peu les beaux-arts en Norvège, donc ils étaient assez artistes. Et puis ma mère était exilée, en fait. Exilée volontaire, mais exilée quand même. Et donc, ma mère, qui avait vécu donc en Norvège 22 ans de sa vie... Putain, se rencontrer comment? Mon père a fait un stage de bûcheron en Norvège avec ce qui est devenu mon parrain après, son meilleur ami. Et ils ont chacun rencontré une Norvégienne là-bas. Putain. Voilà. Mais la petite anecdote, c'est que mon père est reparti en France après avoir rencontré ma mère. Et il lui a dit, bon, la prochaine fois, je viendrai te chercher, je t'emmènerai dans mes bagages. Et elle a trouvé qu'il mettait un peu beaucoup de temps à venir la chercher. Donc elle est venue... Elle était amoureuse, hein? Ah ouais. Elle a travaillé tout l'été pour se payer son voyage et elle est venue le chercher. C'était comment de vivre avant la campagne? Vers 11h du soir, on allait prendre un bateau. On était toutes les deux en bateau à moteur à 8 ans. Oh.
Et on allait au port, on allait s'acheter une glace, on revenait, on reprenait le vélo. Là, il commençait à faire un peu plus nuit, mais on traversait la forêt, tout ça, c'était... On allait dormir à la Belle Étoile à la plage. Nos parents nous laissaient faire ça. On escaladait la montagne derrière. On faisait des trucs de ouf. Et moi, quand j'ai eu mon enfant après dans le même contexte, je ne l'ai pas laissé faire tout ça. J'ai eu trop peur. On fait plus ça. On fait plus ça. Et à je la crois que plus campagne, personne ne fait ça, si. Ou dans les... je sais pas. Moi, j'ai grandi à la campagne, mais ça a changé quand même. Où est-ce que tu as grandi? En Normandie, dans la Manche, et à Bordeaux. trop bien. J'ai beaucoup déménagé. Mais je ouais. prenais le vélo, Oui, pareil, c'est ça. j'allais très loin. Et Très loin. J'allais t'allais gratter des trucs à gratter, tu sais, des morpions. Ouais. Interdit au moins de 18 ans, j'en avais 6. Le buraliste, il me les vendait quand même. Ah ouais. J'ai gagné 500 francs. C'était Mais énorme non. à l'époque. Et j'ai ramené, j'avais 6 ans, j'avais le billet, je le montrais à tout le monde en roulant dans la ville. Trop bien. Maintenant, on peut plus faire ça. Ben. Déjà, le buraliste, il te dirait, jeune homme, c'est pas 18 ans, ça se voit. Bah ouais, déjà. Le monde a vachement changé. Quand j'ai revu des photos, hier, ça m'a mis le cafard. Mon père m'a envoyé des photos de moi quand j'avais l'âge de mon fils. Donc, mon père, il m'a eu exactement le même âge. Du coup, je voyais mon père à mon âge. Tu sais, j'ai un transfert énorme et je voyais les voitures ont changé tellement vite. Le monde a changé très, très vite, je trouve. En 30 ans, ça n'a plus du tout la même, tu vois. Bon, on allait, par exemple, dans le ruisseau, ramasser des têtards et qu'on observait devenir des grenouilles. Enfin, on allait à la rivière. Alors, je me souviens, à la rivière, on traversait un pont, et puis on se mettait au milieu de la rivière. Il y avait la rivière on aurait pu mourir 4000 fois. Je sais plus ce que... Mais ça rend plus débrouillard, ça. Aussi, quand tu es en contact de la terre, en contact des éléments, et que tu vas... Tu vois, c'est bien de grandir aussi. C'est génial. Je trouve que les gens, quand ils vivent à la campagne, quand ils ont vécu près des éléments, que ce soit les montagnards ou les gens du bord de mer, enfin, ils n'ont pas peur des éléments. Et en fait, quand on n'a pas peur de la nature, on n'a pas peur de beaucoup de choses. Ils n'ont peur de rien. Quand on n'a pas peur des éléments, on n'a pas peur d'être un père, on n'a pas peur d'être un homme ou d'être féminin ou d'être. Enfin, je trouve que ça met tout le monde d'accord, la nature. Parce qu'on regarde peut-être un peu, enfin, on fait trop attention au regard des autres aussi, peut-être maintenant, dans la société, comment elle a évolué, etc. On fait trop attention à ça. C'est bizarre, parce que ça aurait dû être le mouvement inverse. Oui. Mais c'est très hypocrite, tout ça. On fait plus attention, puis en même temps, on dit qu'il ne faut plus regarder, enfin, tu vois. Et puis, on dit qu'on est narcissique, et puis il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux, mais en même temps, tout le monde met des photos de soi sur Instagram. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté... Je regrette d'avoir arrêté Instagram parce que ça me mettait au courant de beaucoup de choses que j'aimais beaucoup. Ah, c'est vrai? Mais ça m'a foutu le cafard parce que j'ai trouvé que les gens utilisaient ça d'une manière un peu moutonesque. C'est-à-dire, en fait, moi, j'aime bien quand on arrive à convaincre des gens pas convaincus. Or, c'est un peu entre soi et c'est un peu... Allez, on se fait bien voir les uns des autres en postant un peu les choses qui sont un peu dans le mainstream. Les codes sociaux, tu veux montrer que tu es dans le coup parce que tu vas au bon endroit, tu vas avec les bonnes personnes. À l'époque, il y avait les gens populaires au collège, au lycée. Bah, aujourd'hui, il faut être avec eux. C'est machin, c'est sur la... Alors que moi, j'aime bien l'infiltration. L'infiltration? Bah, je me suis toujours posé la question pourquoi certaines personnes pensent dangereux. En fait, les pensées dangereuses, c'est les pensées racistes, c'est les pensées totalitaires, c'est tout ça. Et je me dis, c'est parce que personne ne les a infiltrés. Je pense qu'on peut convaincre des gens qui sont en danger de mal penser, de ne pas penser humain, de ne pas penser universel, si on les laisse dans leur côté, si on les rejette, si on va vers eux et qu'on essaye d'abord de les comprendre, parce que je pense que c'est de la peur, c'est de la protection et tout ça. Si on essaye de comprendre et de les amener à sentir, on peut les amener à revenir dans une pensée plus humaniste. Peut-être que aussi les gens se parlent plus en général.
avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu es ami avec tes amis, tu vois que des gens qui pensent comme toi, etc., machin, dans tous les côtés, d'ailleurs. Et au final, tu discutes plus. Il n'y a plus d'intelligence, de discussion. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et de nuances. Exactement. On le dit souvent ici. Et c'est pour ça qu'on a fait des interviews longues, pour pouvoir avoir le temps de parler, de s'exprimer. C'est pas juste une phrase qui est mal perçue, tu vois. Des gens comme toi, parfois, dans les JT, vous êtes invité, il y a 7 minutes pour parler, t'as pas le temps de t'exprimer sur un sujet important. Mais moi, je m'en fous un peu de dire des phrases qui vont... non, mais vraiment, je m'en fous un peu de dire des phrases. Je peux comprendre. Hein. Moi, je dis des trucs un peu radicaux, des fois. Mais je dors sur mes 2 oreilles. Je sais très bien que je peux dire des conneries. Mais ça, c'est très important de le savoir. Je dis des conneries, je peux revenir sur la connerie, je peux dire « Ah oui, alors là, j'ai dit cette connerie ». C'est pas grave, enfin, du moment que le dialogue reste... faut pas avoir peur, quoi, de se tromper. Faut dire ce qu'on pense. Oui, mais même... faut pas avoir peur de changer d'avis, hein. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens médiatisés, on va dire au sens large, pas que des artistes ou quoi, ont beaucoup plus peur de dire ce qu'ils pensent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, tu dis un truc, c'est une traînée de poudre, et d'un coup, tout le monde a peur de perdre son boulot, tout le monde a peur de ne plus travailler, tout le monde a peur. Et du coup, les gens doivent penser un peu de manière uniforme. Et du coup, on ne peut plus, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, en fait, il y a parfois des choses intelligentes qui sont dites des 2 côtés. Et parfois, les gens ne vont pas dire « Ah non, c'est pas con quand même ». Alors qu'en fait, c'est pas con, mais des 2 côtés. Mais c'est juste que, comme il faut être de son côté, tu vois. Je pense quand même que ce qui va régir, malheureusement, là, le monde, c'est l'économie. Et il y a peu de gens qui ont le courage et la volonté, surtout, de faire que cette économie reste humaniste. Parce qu'en fait, au fond, enfin moi, ce qui me viendrait en premier, c'est faut partager, faut que tout le monde ne soit pas sur le carreau, enfin que personne ne reste sur le carreau. C'est d'essayer de faire que la société inclue tous les êtres qui font partie de la société. Mais ça, c'est une volonté. Donc cette volonté inclut des économies. Or, maintenant, l'économie, elle est mondiale, on est dépendant de choses qui nous échappent totalement. Est-ce qu'on peut encore être humain là-dedans ? Ma réponse, celle que j'ai trouvée, c'est oui, dans ton périmètre carré. C'est-à-dire que... Bien élever ses enfants ? Oui, tendre la main. La main, elle est... Voilà. Fais pas ce geste-là. Voilà. Fais attention. C'est un peu plus haut. Hein. Ouais, mais de temps en temps. Je pense pas triangle. Hein. Je pense carré. Ou cercle. Voilà, cercle. Voilà, je vais vous faire. Je vous décris si vous nous écoutez en podcast audio. Dans ce périmètre-là, donc qui devient un grand cercle, dans cette circonférence-là, nous pouvons agir. Circonscription. Dans cette circonscription, voilà. Commencez par ça. Ouais. Mais on peut changer beaucoup de choses dans ce petit périmètre. T'es écolo, toi, tu j'essaye. C'est vrai ? Ouais. Alors d'abord, je prends que des douches. Depuis 6 ans, je ne prends plus que des douches froides. Non, tu rigoles, là. Bah attends, t'es pas obligé de te faire du mal non plus. Mais en fait, depuis 30 ans, je prends des douches froides parce que pour des raisons de circulation du sang. Ah oui, d'accord, pas pour... Et c'est écolo, ouais, c'est écolo. Je prends que des douches. J'essaye de ne pas me brosser les dents. J'essaye de ne pas consommer de plastique. Attends, pas de brosser les dents, c'est quoi le rapport avec l'écologie ? En laissant couler l'eau. Ah ! J'essaye de conserver une bonne haleine, tout en ne laissant pas couler l'eau. C'est petit à petit, ouais. J'ai une discussion hier, il y a un mec dans le train qui s'est assis à côté de moi, pour te le dire, et il commence à me parler, et très sympa, le mec, on discute, on sympathise, et le mec me dit, bon, moi je te préviens, je suis écolo sévère. Je dis, bah très bien, cool et tout, j'adore le discuter et tout. Et puis en fait, il n'y a pas d'écolo parfait, en fait. Ben non. Chacun peut faire des efforts. On nous aide pas beaucoup. Hein. Ouais. Quand on voit les réseaux ferroviaires je sais que certaines régions essaient de réouvrir les vieilles voies ferrées et tout ça, mais c'est compliqué, hein, des fois, de voyager. Par exemple, en Europe, on peut voyager pas mal en train, oui. Mais moi, qui ai de la famille en Norvège, et à un moment donné, il faut traverser l'eau. Hein. Ouais. Ça met 2 heures en avion.
ça met plus de 24 heures en voiture ou train. Ah, waouh. Oui, il n'y a pas de doute, en fait. Ben, si. Si, on peut, hein, alterner une fois sur deux. Une fois, on va prendre l'avion, et puis la prochaine fois, on prendra la voiture. Je suis pas sûr que la voiture, ça soit moins écologique sur 24. Ben, je sais pas, il faut... J'ai essayé d'utiliser cette application où on calcule sa taxe carbone. Carbone, là ben, déjà que j'aime pas les chiffres, donc c'est compliqué. Non, mais... écolo, ben non, mais j'essaie quand même de faire gaffe à ma taxe carbone. T'as des poules? Non. Non. C'est la nouvelle tendance, là. Il y en a plein qui achètent des poules. Le mec m'a parlé de poules hier aussi. C'est vrai que j'ai des potes qui ont acheté des poules. C'est vrai? Ouais. Dans Paris? Alors, juste à l'extérieur, mais pas loin. Ouais. Il ne faut pas forcément un grand enclos. Et c'est assez fou, c'est que les poules, pour ceux qui ne savent pas, et il y en a, je pense que vous êtes nombreux, je ne savais pas non plus et tout, les poules, ça mange de tout. Ouais. Mais absolument de tout. Tu leur donnes absolument n'importe quel reste, tout ce qui est organique, elles vont le manger. Mais c'est impressionnant, quoi. Donc du coup, ça sert de poubelle organique. Ouais. Et ça fait des œufs. Et il faut faire du compost, comme ça, ils auront des vers de terre aussi à manger. Exactement. Mais moi, c'est un peu... Un jardin. Ben, alors, toi qui viens de Normandie, j'imagine, on me dit que c'est la meilleure région pour s'installer, pour faire un jardin et tout ça. Hein? J'y songe. Tu habites en ville, toi? Tu es citadine? Ah, je suis très citadine, malheureusement trop. Par rapport à ton enfance, ça ouais. te manque pas? Alors, je pensais que non. Et en fait, si. Mais moi, j'aime les arbres qui ont des feuilles aux arbres. Donc, je n'aime pas les résineux. Ouais. J'aime pas les régions trop arides. Donc, j'aime bien quand je sens l'humidité, les feuilles. Ah, la vraie vie, quoi. De la terre. Voilà. Mon rêve, c'est d'avoir un jardin, de faire un petit nid quelque part. Tu regardes en ce moment-là, je sais plus où tu as dit, dans 2-3 ans, je pense que je vais m'arrêter. Ouais. Bah, moi, je suis pas très forte en maths, mais quand on a 63 ans, on sait que, donc, disons 65, autant aller à la hausse, et que dans 15 ans, j'en aurai 80. Ouais, ça fait un silence. Ça va vite, la vie. Hein. Dans 15 ans, j'ai 80 ans. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre dans ma vie que de me lever à 5 heures du mat, d'aller sur les tournages, Non. Moi... T'as envie de voyager, de voir des trucs? Mais j'ai envie de voyager, j'ai envie de passer du temps avec mes amis, j'ai envie de faire des pique-niques, j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire des trucs concrets où je sens que je suis utile. Bah, pardon, mais 15 ans! Alors si on divise... non, ça fait 15 étés. Ça va très, très vite. Mais oui, dans 15 étés, j'ai 80 ans. Et peut-être même... Et on ne sait pas, d'ailleurs. Mais peut-être je serais morte avant. On n'en sait rien, mais même peu importe l'âge. Hein. Ouais. Donc, en fait, quand on calcule comme ça, je me souviens, un jour, j'avais été me faire masser. Et puis, j'avais... Je vais me faire masser tous les jours, maintenant. Non, je me suis fait masser. Mais pendant le massage, j'ai divisé ma vie en tronçons. J'ai dit, il me reste 4 fois 4 ça, 4 fois 4 ceci. Enfin, alors, si je fais 4 ans comme ça, puis après, j'aurai 80 ans, donc protocole suisse. C'est quoi protocole suisse? Bah, c'est pour moi, je le vois comme ça, hein, c'est ne pas laisser à ceux qui restent la charge de vous mettre dans une boîte, vous incinérer ou je sais pas quoi, vous remettre dans une boîte, vous disperser ou non, ou vous mettre dans un caveau, ne pas vider votre appartement, changer. Je veux dire, c'est honteux, ça. Protocole suisse, tu veux dire, tu parles d'euthanasie? Bah ouais. Oui. Il arrive un moment où on sait qu'on peut plus faire ça, on commence à puer la pisse. C'est bon. Moi, je vais faire une lettre, je dis, quand je commence à sentir le pipi, dites-le moi. Parce qu'on ne se sent pas soi-même. On ne sent pas soi-même. On ne se sent pas, évidemment. Mais non. Donc, il faut que des amis, des gens chers, vous disent, bon là, je crois que c'est le moment. Ok, tac, truc, vider l'appartement, plus rien à voir. Je ne veux pas que mon enfant ait ça à faire. C'est vrai. Putain, c'est quand même chaud comme décision, hein. Bah non. Ah si. Attends, il n'y a pas pire, hein, quand même, là.
Se dire, tiens, c'est maintenant. Bah non, mais je vais pas. C'est justement de faire ça où tout est organisé, plutôt que de se tirer une balle chez soi où on vous trouve. Faut faire venir les flics, faut faire une déclaration, faut vider l'appartement, faut nettoyer. Génial, ouais. Non, mais franchement, autant. Putain. Je suis en colère quand je. Non, mais c'est vrai que. Il faut pas commencer à le faire, et moi je le fais tout le temps. Je me dis, putain, attends, 40 ans et un jour, Ah non, il faut pas. Je serai plus proche des 60 que des 20. Ah ouais. Je serai plus proche des Non, mais 70 vous avez le que temps, des 10. Oui, non, mais c'est pas vrai. T'as le temps. Eh ben, je suis pas si sûr. En fait, ça va beaucoup plus vite. Non, ça va pas vite. Tu te rends compte quand t'atteins 35 ans, je trouve. Bah, moi, je trouve 35, que tu commences à basculer, tu fais hop là. Oh non, mais vraiment, t'as du temps. Parce que moi, je trouve que la vie, elle va absolument normalement, jusqu'à ce que tu puisses dire qu'il te reste 20 ans, quoi. T'as les cartes en main, tu peux prendre toutes les décisions pour ta vie et tu savoures tout ce que tu veux. Mais après 60, ça devient chaud. Et en fait, la vie s'accélère parce que tu as conscience de ça. Mais avant, franchement, la vie s'accélère parce que tu es occupé aussi. Oui, mais les enfants, par exemple. Oui. Moi, je trouve pas qu'ils grandissent vite. Ah bon? Ben non, moi, je trouve que si tu savoures chaque étape de la vie d'un enfant, ça passe normalement. C'est génial. Moi, j'ai kiffé toutes les étapes de vie de mon enfant. Et là, maintenant, elle a 22 ans. Tallulah, ça s'appelle? Tallulah. Elle a 22 ans, voilà. Je trouve qu'on a bien savouré tout. Moi, maintenant, j'ai envie de m'occuper de ce qui reste, pour moi. C'est-à-dire de toi, un peu? Plus en se disant, c'est quoi la qualité de ce que j'aime dans la vie. Donc là, par exemple, j'ai fait des films avec mes amis. Frédéric Kiering, pourquoi je suis venue pour Doux Jésus, c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans. Là, je viens de tourner avec James Hutt, que je connais depuis qu'il a 15 ans. Il en a 55. Wow. Donc, je le connais depuis 40 ans. Et je vais tourner avec Pef l'année prochaine, que je connais depuis 35 ans. Au cours. Oui. Donc, moi, j'ai fait mes choix. Il y a un projet de film de Maurice Barthélémy. J'ai envie de le faire parce que c'est mon ami. Et en fait, dans mes dernières années, j'ai envie de travailler avec les gens que j'aime ou de ne plus travailler. Oui, tu as pu te faire chier à aller bosser avec des gens. Non, puis de toute façon, j'ai pas fait des films non plus qui dénonçaient ce que j'aurais aimé. Ah oui, plus engagé sur Oh ouais. Ah oui? Ah bah ouais, j'aurais adoré. Mais on n'a pas besoin de moi pour ça. C'est-à-dire que les metteurs en scène qui font des films qui dénoncent, ils n'ont pas envie d'avoir Cathy Tuche. Ils n'ont pas... Ils veulent surtout pas avoir... Parce qu'on est dans l'image et tout ça, donc c'est trop tard, c'est fini. Je ne ferai pas des choses qui dénoncent. Donc, je fais faire des choses que je savoure avec mes amis. Tu disais que t'étais pas... Tu disais, j'ai envie de servir à quelque chose, t'as dit à un moment donné. Quand tu joues dans un film qui font rire des millions de Français, il y en a qui vont pas bien, il y en a qui sont déprimés parfois, il y en a qui viennent de se faire larguer peut-être, il y en a qui sont malades, au chômage ou quoi, qui regardent le film et qui se marrent pendant 2 heures, donc tu sers à quelque chose. Tant mieux, mais j'en ai pas conscience. Ah oui? Non, on voit pas le résultat. Ah si, tu vois l'amour des gens dans la rue, non? Oui, mais c'est gentil, mais quand j'étais petite, dans mon village aussi, il y avait de l'amour dans la rue. Enfin, pour moi, mon village, il me connaît, donc c'est pas... J'ai pas un rapport à ça. À la notoriété Oh non. Non. Mais tu reçois de l'amour beaucoup? Ouais, je reçois beaucoup d'amour, mais aussi de ma famille, de mes amis. Enfin, parce qu'on se donne beaucoup d'amour, tout simplement. C'est pas que moi qui reçois et c'est pas que moi qui donne, ou c'est pas... Enfin, voilà. On en parle souvent et tout, mais le succès, la notoriété, le fait de vivre des choses exceptionnelles, c'est comme une drogue. Et il y a plein de gens de ce métier qui me disent, moi, je peux pas arrêter parce que c'est tellement exceptionnel quand ça marche. Ah ouais. L'adrénaline qu'on reçoit, que c'est très difficile d'arrêter. Est-ce que là, parce que on en a parfois là, tu as en tête d'arrêter dans 2-3 ans. Est-ce que ça va pas te manquer le jour où tu vas arrêter? Tu vas dire, oh, c'était quand même pas mal un film, on s'occupait de moi, c'était drôle, je voyais plein de gens. Ouais. Je continuerai à voir plein de gens. S'occuper de moi, c'est pas un truc... Non, mais dans le sens, si t'as besoin d'un truc, on te l'amène. Ah non, mais moi, je suis autonome. Quand tu veux un café, tu vas chercher ton café? Je suis autonome, j'ai ma gourde. Non, mais c'est pas la partie que je préfère dans mon métier, qu'on s'occupe de nous.
Moi, si je pouvais ne pas passer au maquillage ni à la coiffure, et surtout pas m'habiller, en fait, si je pouvais tourner comme j'arrive le matin, j'adorerais. Donc, si par exemple, demain, vous me dites, allez, demain, on fait un film ici, mais tu viens comme tu étais hier, ou comme tu seras demain matin, et on va faire un film en une journée, moi, c'est tout ce qui m'éclate. Ce qui est vraiment génial dans les tournages, c'est qu'on rencontre des gens. Et on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Donc là, par exemple, je viens de tourner et j'ai rencontré Antoine Gouy, qui est un génie. Et je ne le connaissais pas. Donc si je n'avais pas fait ce film, je n'aurais pas connu Antoine Gouy. Qui est Antoine, pour ceux qui le connaissent? Antoine est un acteur génial qui a tourné dans plein de films. Je vous mets sa photo à l'image si vous nous regardez. Alors, si vous voulez sa photo à l'image, il est dans Lupin. Et il sera dans Cher Père Noël. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu veux faire encore? Tu dis, tiens, si tu arrêtes dans 2-3 ans, de quoi tu as envie de profiter le plus? Est-ce que tu as un voyage que tu n'as pas fait? J'ai jamais fait, par exemple, un voyage sac à dos, moi. Ah, un trek? Enfin, ouais. Ouais. J'ai pas vu les animaux d'Afrique. Je n'ai pas... Un safari, tu veux dire? Ouais. Je n'ai pas traversé l'Atlantique en bateau. Ah, tu veux faire des trucs sport? On verra. J'aimerais bien voir les volcans. J'aimerais bien... Il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Hein. Je t'ai fait une liste? Oui, parce que quand j'ai eu 60 ans, j'ai fait une liste de choses que je voulais faire avec chacun de mes amis. De mes amis IE et I. Donc, ça va des catacombes. De Paris, ouais, c'est les sous-sols de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, là où il y a tous les crânes et les ossements des milliers de Parisiens, centaines de milliers de Parisiens de l'époque. Voilà. Donc je veux faire les catacombes. Ça, c'est avec ça se visite, c'est facile à faire. Ouais. Une il faut se bloquer une journée avec la personne en question. C'est vrai. Je veux faire de la montgolfière. Je veux faire du parapente ou du deltaplane. Ah, deltaplane, c'est dangereux. Ah bon? Parapente. Ok. Il y a moins d'accidents, je crois. Ah bon, d'accord. Mais il ne faut pas penser à ça, hein. Je le dis en passant. Il ne faut pas y penser. En fait, il faut se dissocier au moment où on fait des trucs. Oh, bah, le moment où tu te jettes, quand même, tu y penses un peu. Hein. Non, il ne faut pas y penser. La barre en fer qui tremble, il faut t'es pas là-dessus. Il ne faut pas y penser. Il faut juste kiffer. Je vais commencer des cours de plongée sous-marine parce que j'aimerais aller en Polynésie et on m'a dit que si j'allais en Polynésie, il fallait absolument que je sache plonger. Tu veux voir les tortues? Ouais, je veux voir les raimentas et les requins. Oui. Je voudrais... Attendez, oui, je veux aller à Auschwitz. On a fait un reportage sur Auschwitz. On a reçu 2 dames déportées ici. Ah ouais. Et on allait filmer 24 heures pour montrer. On a passé une journée pour illustrer leurs propos, pour montrer ce qu'elles ont vécu, les détails, les poignées. Quand on a parlé de. C'était assis sur une marche, on avait filmé pour essayer de montrer. Je vous mets le lien dans la description, ça vous intéresse. Ouais, je le regarderai. Merci. Et il est écrit en bas, là? C'est écrit en bas, là? Dans la description, c'est en dessous de la vidéo. Tu parles de choses assez dangereuses quand même. Plonger, c'est assez dangereux. Traverser l'Atlantique en bateau, c'est pas anodin. T'as déjà fait quelque chose de dangereux? Non. C'est pour ça que t'as envie de goûter l'adrénaline de ça? J'ai pas pris des risques. Enfin, j'ai été courageuse, parfois, mais pas assez. J'ai jamais fait de manif. J'ai jamais pris le métro sans ticket. Non, mais je suis révérencieuse. Mais ça, c'est pas manquer de courage, au contraire, sinon ça tournerait pas. Non, mais je n'ai pas de courage d'opinion. Je me suis pas affrontée, j'aime pas le conflit. Donc, je suis un peu lisse. Tu trouves lisse? Moi, je te vois que tu sois lisse. Hein. Tu racontes... non, au contraire, non? Bon, je suis un peu faillot, un peu. Ah bon? Ouais. Je me vis comme un faillot. Stanislavski, méthode de l'acteur studio, disait « On ne dégage jamais l'image qu'on pense avoir dégagée. » C'est vrai? Oui. Oh. C'est peut-être un espoir, alors. J'aimerais bien savoir quoi, parce que... Non, je veux pas savoir, en fait. En fait, je veux pas savoir ce que je dégage. Il faut avoir un peu de courage pour se lancer dans une carrière de comédien, comédienne, monter à la capitale, arriver. Il faut lâcher ce qu'on a, venir de son village. Il faut du courage, quoi. Non, c'est de l'inconscience, ça.
Ouais, mais ça va avec souvent. Je crois pas. Je crois que l'inconscience, ça nous sauve. Le courage, c'est vraiment une... Enfin, je sais pas, c'est une décision, non? C'est quelque chose qui nous appartient vraiment, le courage. Le courage, c'est un choix, quoi. C'est un choix, ouais. C'est un choix de vie. C'est une volonté. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai pas voulu beaucoup de choses. Pourtant, t'as eu pas mal, quand même, là. Les gens que j'ai rencontrés ou que j'ai voulu les conserver, enfin, j'ai voulu entretenir l'amitié, j'ai voulu entretenir la qualité de relation avec les gens que j'aime, mais j'ai pas voulu sinon grand-chose. Les choses m'ont plus choisi, quelle chance, j'ai plus choisi que je ne les ai choisis. Donc j'ai envie, en dernière partie de vie, de faire des choix, de décider, d'être courageuse. Enfin, je sais, c'est plus dur de dire les jolies choses. Ouais. Quand c'est bien. Plutôt que de critiquer. Ouais, mais c'est pas facile de dire aux gens qu'on les aime, aux Ah amis. Ouais. C'est vrai. C'est dur de dire à un ami, tiens, je t'aime. Ouais. Et voilà pourquoi je t'aime aussi. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi je t'aime. Oh, normalement, je devrais vraiment pas t'aimer. Hein. Mais c'est plus fort que moi. C'est beyond my control, comme il dit dans... Si les liaisons dangereuses, il dit c'est beyond my control. C'est plus fort que moi. T'as toujours voulu faire rire, toi. Depuis, tu sais, je crois, à un moment donné, tu disais, je voulais faire rire ma mère quand j'avais 8 ans déjà. Ouais. Tu es allé voir De Funès, je crois, il y avait une histoire de spectacle. Mes parents ont été merveilleux parce qu'ils m'ont emmené voir des trucs que je n'aurais jamais vus dans ma campagne. Donc j'ai eu la chance de voir De Funès dans Oscar sur scène. Et il était comment, Louis de Funès? Dingue. Moi, j'avais peut-être 8 ans. Je sais que je riais tellement fort que les gens assis devant disaient à mes parents « Faites-la un peu taire, la petite ». Il était possédé. Et ça donnait lieu à des gestes, des expressions, des intonations de voix, une espèce de créativité en une seule personne démente. Et qui était irrésistible, c'est-à-dire que ce que ça provoquait chez les gens et chez moi, un rire irrépressible et des crampes au ventre. Pourquoi tu voulais faire rire ta mère, absolument? Parce qu'elle était exilée et puis elle avait dû s'adapter à un pays dans une langue. Par exemple, ma mère, elle parlait français avec un accent que je n'ai jamais entendu. C'est que quand j'ai vu Eva Joly à la télé, Eva Joly est norvégienne, elle parle français avec l'accent de ma mère. Tout d'un coup, j'ai dit, mais je connais cet accent. Et pour toi, et tu l'entends depuis que t'es petite? Bah oui. Et je pense qu'elle souffrait de... Enfin, déjà, il y a une micro-dépression chez les gens qui habitent les pays nordiques ou les extrêmes des pôles, puisque... Il y a des suicides, c'est le plus haut taux de suicide. Hein. Ouais. Parce que pendant 6 mois de l'année, il fait nuit. Voilà. C'est dur. Donc, ma mère disait toujours que chaque printemps, enfin chaque hiver, ils étaient dans une angoisse que le soleil ne revienne jamais. C'est fou de penser à ça. Tu as déjà passé un hiver entier? Non. Ma sœur, oui. Tu parles norvégien? Oui. Dieu merci. Tu parles norvégien couramment? Enfin, tu peux... Oui, je peux parler avec quelqu'un. Et avec des Suédois. Et je comprends le danois un peu quand il y a les sous-titres. Et j'ai appris l'islandais ancien, Putain. que je ne parle pas. Mais de temps en temps, quand je vois des écritures, je les comprends. Comment on dit bonjour en norvégien? God dag, eller hei. Je t'ai jamais vu parler norvégien? Ah bon? Non, je crois pas. Bon, Bah, tu fais peu de films en Hva norvégien. vil du jeg skal si nå? Vil du jeg skal fortsette på norsk? Jeg kan gjøre det. Je peux pas te... Jeg snakker ikke den norsken som jeg skulle, men jeg gjør my best. Min best. My best. I do my best. Non, en fait, ma mère ne nous parlait pas norvégien. Donc, je l'ai appris avec ma grand-mère et mes amis et mes cousins et tout ça là-bas. Et en fait, quand mon père est mort, ma mère a arrêté sa machine à français. Enfin, son moteur s'est arrêté. Et elle ne parlait plus français. Ah, waouh. Et elle, qui n'avait jamais voulu nous parler norvégien, on a été obligés, et Dieu merci qu'on l'avait appris de par nous-mêmes,
On devait lui parler norvégien, en fait. Elle a arrêté de parler du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Elle est morte 8 mois plus tard. Hein. Mes parents sont morts la même année, à 8 mois d'intervalle. Ma mère n'a pas survécu à la mort de mon père. Et donc, l'ambiance... Elle est morte de chagrin, t'as senti le... Ah ouais, elle a dévissé. La périclité. Elle a dévissé. Et elle a arrêté son moteur de voir parler français, puisque le français, c'était mon père. Du jour au lendemain, ou à son décès. Ah, ouais. Incroyable. Ouais, ça arrive. Hein. Mais bon, alors tout ça pour dire que c'était quand même, je pense, une grande histoire d'amour, mais aussi l'ambiance à la maison était certainement faite de frustration, parce que ma mère se retrouvait dans un village, dans un pays qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait plus la mer, elle n'avait plus cette lumière très exceptionnelle qu'il y a en Norvège. On était au bord d'un canal, c'était plutôt Simnon. Hein. Je pense qu'elle avait fait des fausses couches, il y avait une tristesse chez elle. Elle avait perdu son père en étant loin de sa mère. C'était pas facile d'aller en Norvège à cette époque-là et tout ça. Donc, je pense qu'elle était assez seule et déçue. Comment t'as fait pour arriver à encaisser 2 décès des 2 parents la même année? Comment t'as tenu? Alors, je vais être honnête. Hein. J'ai pris des antidépresseurs. Et ça ne s'encaisse pas. En fait, c'est un peu surréaliste, la mort, en général. La mort des parents, c'est complètement irréel. Parce que t'es né avec... Mais je ne sais même pas si c'est... Je ne sais même pas si j'ai encore réalisé, en fait. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, raisonnablement, va chez le toubib. Ah oui. Et il faut tenir. Il faut tenir ça. Après, il faut vider la maison. C'est inouï, en fait, ce qui se passe. Donc, mais c'est irréel. C'est irréel. Donc moi, je n'ai aucun mérite. Je le dis honnêtement. Je suis sous antidépresseur. Depuis. Ah, c'est vrai. Mais ça m'a sauvé la vie. Voilà. J'aimerais bien arrêter quand même parce que je trouve que ça équalise un peu les émotions. Ah, tu sens que ça... Ça équalise un peu. Mais je suis autant contre que je suis pour, et de la même manière, je suis autant contre le zen que je suis pour. Le zen, c'est merveilleux, le zen. Mais bon, s'indigner, c'est quand même bien aussi. Donc, je suis dans ce paradoxe. Il y a un antidépresseur, tu sens que... C'est vrai que la sensation, pour ceux qui n'en ont jamais pris, on a du mal à imaginer. Ben, je pense que ça sauve la vie de beaucoup de gens parce que être dans des excès d'émotions, parfois, ne sont bons pour personne, ni pour soi, ni pour l'entourage. Mais c'est quand même bien d'avoir accès à ces émotions. Après, apprendre à les gérer. Les gérer bien, ben... en étant plus zen, et donc en peut-être faisant des pratiques, que ce soit yoga ou méditation. Ou psychologue, non? Pour parler aussi. Ouais, est-ce que c'est parler. pas comme ça qu'on se guérit? Non, mais je pense que, franchement, maintenant, j'espère que ça va être une évidence pour tout le monde, que, bon, il y a à s'écouter, et puis il y a à être pas bien. Donc, je pense que quand on n'est pas bien, il ne faut pas hésiter à aller voir le docteur du pas bien. Et quand on n'est pas bien du ventre, on va voir le docteur du pas bien du ventre. Donc là, quand on n'est pas bien trop longtemps, il faut aller voir le docteur du pas bien de la tête. Donc il y a plusieurs façons de guérir la tête. Il y en a qui font du sport, il y en a qui parlent, il y en a qui parlent et qui font du sport. Et puis il y en a qui sont obligés de parler, de prendre un petit truc qui supporte. Le temps de supporter. Béquille, quoi. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des troubles mentaux plus importants. Et là, il y a des médications. Et c'est super pour pouvoir vivre. Il y en a qui vont parfois boire de l'alcool. Ça va pas. Ouais, alors moi, je suis allergique. Donc, j'ai tout vécu à sec. Ouais. T'es allergique, pour de vrai? Non. Je suis allergique à l'alcool. T'aimes pas ça, quoi? Non, je suis allergique. Je tombe malade. Ah, on peut être allergique à l'alcool? Ouais. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Totalement. J'en connais beaucoup. Hein. Ah oui? Ouais. C'est
une allergie qui rend malade et à se coucher, on le paye trop cher. Donc, quand vous vous rendez pas compte à quel point les gens qui peuvent boire, alors je fais avec modération, parce que je sais qu'il faudra le dire, c'est une chance. Parce que vous vous rendez pas compte que dès que vous avez un petit coup de mou, allez, on peut prendre un petit coup, ça, hein, que même dans les dates, allez, un petit coup, ça libère. Moi, j'ai tout vécu à sec. Les décès, les bonnes nouvelles, les stress, sans médication et sans alcool. C'est dur. C'est dur. Ouais. Ton papa était malade, lui? Mon papa a été malade dans les 10 dernières années de sa vie. Il a eu un lymphome et voilà, il avait du diabète, il était immunodéprimé et donc c'était compliqué de le soigner. Donc il est mort de la grippe. Ah, waouh. C'est pour ça que quand on est il faut se faire vacciner. Ouais. C'est ça, pour la grippe. Tu le fais, toi, le vaccin sur la Oui, grippe? je l'ai fait, mais ça m'a pas empêché de l'attraper. Le seul qui s'est fait vacciner au bureau, c'est celui qui a eu la plus grosse grippe. Moi aussi, j'ai eu la grippe alors que j'étais vaccinée. C'est bizarre. Ouais. Toutes ces maladies, parfois, tu sais pas pourquoi tu l'attrapes pas, alors tout le monde dans le bureau est malade. Ouais. Parfois, tu l'attrapes. Et tu as résisté à tout le monde. Et ben cette année, oui. Et l'année d'avant, je l'ai eu fort. Tu sais, ça veut rien dire. Ouais. Par contre, je tombe toujours malade les 10 jours que j'ai de pause. Tu sais pourquoi? Pareil, c'est les nerfs qui se relâchent, et du coup, tes cellules sont moins... C'est dingue. Quel professionnalisme, ce corps. C'est fou, hein? Non, mais le corps humain, c'est incroyable. Ouais. T'as dit une phrase qui m'a marqué, je trouvais vraiment très juste. Tu disais, tous les enfants naissent pour sauver leurs parents. C'est ce que m'a dit Aldo Naouri. Ouais, ça t'a guéri de le savoir? De certains mots, toi, quand tu as eu ta fille, quand elle est arrivée dans ta vie, est-ce que ça a changé, tu vois, ça a guéri des trucs? Est-ce que si tu l'avais pas eu, tu vois, typiquement, l'année où tu perds tes parents, et ben là, tu sais que tu dois être quand même, tu dois rester à flot pour quelqu'un. Ouais, c'est sûr. Mais au-delà de ça, je pense que la perspective d'être parent, enfin d'être missionné de la responsabilité d'une vie, de son épanouissement, de la découverte de soi, du partage, de lui transmettre l'amour de la vie. Donc, cette mission-là, elle change toutes les perspectives, en fait. Et donc, moi, je pouvais pas m'imaginer ne pas devenir parent, et je ne pouvais pas m'imaginer ne pas être mère. Parce que tu as adopté ta Loula, c'est ça? Oui. C'est pour ça que tu dis ça? On s'est adopté. N'oublions pas que quand même, l'enfant, il arrive chez des gens, il faut qu'il les adopte aussi. Hein. Elle est arrivée à quel âge dans ta vie? 18 mois. 18 mois. C'est une des plus belles rencontres de ma vie. Et, enfin, en tout cas, la plus belle. Il y en a eu d'autres, mais c'est la plus belle. Et c'est un individu d'une force d'unicité, enfin de singularité, de non-conformisme extraordinaire. Toi, t'as pas pu avoir d'enfant parce que ta maman a pris un traitement, c'est ça? Ouais. Pour pas avoir de fausses couches à l'époque. Voilà, exactement. Qui a été donné jusque dans les années 77, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le Distilbène, ça s'appelle. Et donc, moi, j'ai appris à 30 ans que je pourrais pas avoir d'enfant. T'as appris en essayant? Ou tu voyais que ça n'arrivait pas? Non, j'ai appris parce que ma sœur essayait d'avoir des enfants. Et on lui a dit qu'elle était Distilbène. Et on lui a dit, mais est-ce que vous avez des frères et sœurs hein? Et donc, j'ai été, innocemment, consultée. Et j'ai appris, là, que je n'aurais pas d'enfant. Le produit, c'était une catastrophe. Oui, ça rendait stérile Enfin, on s'en est aperçu 20 ans plus tard que les mères qui avaient été sous ce traitement de Distilbène pour ne pas faire de fausses couches avaient des enfants, mais ces enfants-là ne pourraient pas avoir d'enfants. Tu as une sœur ou tu as eu d'autres? J'ai une sœur et puis j'ai un frère. Et lui, il a eu des enfants. Lui, ça a marché. Enfin, ma sœur aussi a eu un enfant, mais ma sœur et mon beau-frère ont adopté leur fille.
Lucie, qui les a adoptés aussi. C'est fou. Voilà. Comment ça se passe, une adoption? Comment se passe le premier jour? C'est intéressant, c'est un sujet, tu vois, je veux bien en parler, mais c'est un sujet que je sens ne m'appartient pas totalement. Je trouve que quand je parle de l'adoption, je parle quand même de Tallulah et que donc, je vais parler d'une part de sa vie. Et je me l'autorise de moins en moins. Je trouve que ça serait intéressant d'avoir plutôt son point de vue à elle. Mais de moins en moins, je m'autorise à en parler. Parce que je pense que, d'abord, le grand malheur, c'est l'enfant qui le vit. Et l'abandon est un grand malheur. Ah bah oui. Ouais. Et ça laisse des traces, on le sait maintenant, neurologiques. Ça demande une force de réparation formidable. Et que ce grand malheur-là a fait mon grand bonheur. J'ai toujours eu du mal avec ça. Je comprends. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui rêvent d'adopter. C'est une démarche assez longue et mais rêver d'adopter, ça peut pas être un terme qui me va. Non, rêver d'avoir Non, des non, mais enfants. tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas rêver qu'un enfant se libère de ses parents originels. Tu peux rêver d'accueillir. Donner de l'amour à un enfant. Mais oui, tu peux rêver d'accueillir, mais tu peux pas spéculer sur un abandon. Oui, mais alors, regarde, non, mais c'est terrible. Un don d'organe, il y en a plein qui attendent. Quand ils ont un organe malade, c'est vital. Et ben, tu sais que c'est parce qu'il y a eu un décès avant. Là, c'est encore. Ah ouais, mais je pense que c'est pas si simple. Et t'attends qu'il y ait quelqu'un qui soit donneur. Bah, je pense que c'est pas si simple. Non, non, bien sûr. Je serais dans cette situation-là, d'attendre un organe pour mon enfant ou pour quelqu'un de proche. Je n'aurais pas ce scrupule, mais pour moi-même, je penserais quand même que je vais... Une pauvre personne qui... Ah ouais. Ouais, je pense qu'on peut pas... Donc, c'est pour ça que je parle de la perspective dans laquelle moi, j'ai toujours été. Mais bon, concrètement, au jour le jour, l'amour qu'on donne à un enfant, qu'il soit... qu'on l'ait procréé ou qu'on l'ait adopté... Le géniteur, c'est le même. Hein. Mais regarde, par exemple, il y a des parents qui sont parfois pas au niveau, qui sont... on enlève la garde à certains parents à juste titre. Parfois, j'imagine que c'est pas toujours le cas, mais parfois à juste titre, des parents violents ou qui donnent pas du tout d'amour. Ben, c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent adopter pour justement les élever dans un cadre et leur donner un peu d'amour. Et tu vois... Parfois, il y en a qui ont des enfants, ils sont géniteurs, ils arrivent à avoir des enfants et qui en adoptent en plus pour donner. Il reste une chambre dans la maison pour avoir en plus aider quelqu'un, c'est beau. Ça peut être vu dans l'autre sens. Oui. Ben, oui. Si tu sauves des gens. Mais enfin, on ne fait pas ça par... Enfin, moi, je ne l'ai pas fait par héroïsme ou altruisme. Hein. C'est un acte totalement égoïste. Je voulais être mère. Je voulais partager mon amour de la vie. Je voulais transmettre. Je voulais... accueillir. Et d'ailleurs, je pense que d'être parent, dans un premier temps, on se dit qu'on est responsable d'éclaircir, de guider, mais au fond, la chose la plus dingue qu'est la parentalité, c'est d'accueillir. C'est ce que j'ai découvert au fil des années. C'est d'accueillir la douleur, c'est d'accueillir les questionnements, c'est d'accueillir le manque. Un enfant, il a besoin qu'on accueille son amour, ou qu'on accueille son non-amour ou sa colère. Et c'est vraiment en creux comme ça, de recevoir. Et c'est le fait de recevoir où on donne le plus. C'est pas une logique qu'on a au début. Je l'ai découvert au fil du temps. Parce que les grandes colères des jeunes, c'est de ne pas être compris. C'est de ne pas être... Écouté. C'est de ne pas être... Bien sûr. Et donc, en fait, l'exploit, c'est d'arriver à guider tout en épongeant, réceptionnant tout ce qui se passe. Mais de toute façon, il n'y a pas de parent parfait. Non. C'est quoi que tu as réussi? On a tous réussi des choses, raté parfois dans l'éducation. C'est tiens, je vais te donner trop d'écran trop vite, j'en sais rien. Qu'est-ce que toi, tu
T'as réussi, tu t'es dit, tiens, là... Oh, j'ai fait des bonnes conneries. C'est quoi t'as une connerie un peu... Qu'est-ce que t'as raté? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, tiens, je referai pas ça exactement pareil? Oh, tellement de trucs. J'ai pas été... Ben ça, c'était ma grande lacune, en fait. J'aurais dû y penser avant d'être parent. C'est que, intellectuellement... intellectuellement, et puis aussi pour l'éducation et les devoirs, et les études, je suis pas une bonne accompagnante. Ouais. Ça, alors là... Je suis même un peu trop rebelle pour être une bonne parent d'un enfant qui va à l'école. Hein. Oui, mais aujourd'hui, il a ce côté non-conformiste, tu disais. Oui, mais ça. Bon... je lui en ai fait baver à cause de ça. Parce que si j'avais été comme tous les autres parents, ben voilà. Non, j'ai déconné là. Mais aussi, j'ai déconné parce que j'ai des manques. C'est fou comment... Enfin, je ne sais pas si tu vis ça, mais comment on est face à ces manques quand on éduque un enfant. On se le prend en pleine gueule. Des choses qu'on a mis sous le tapis, qu'on s'est dit, ouais, bon, ça, c'est pas grave. Tout d'un coup, ça revient. Et t'as l'impression de voir tes parents, parfois, quand t'élèves ta fille? Est-ce que tu retrouves des trucs de tes parents? Bah, au début... Parfois, je me dis, tiens, peut-être que mon père m'aurait engueulé comme ça, en fait. Ah ouais. On entend ses parents. Oh, c'est fou. J'ai vécu la même chose quand j'ai été prof de théâtre un petit peu, de quelques années. Les quelques premiers mois, je parlais comme les profs que j'avais eus. Au cours Florent, là, c'était ouais. ça? Je me suis dit, bah non, fais à ta façon. Et tu singeais, tu copiais un peu le... Ouais, il y a des réflexes. Mais moi, j'entends des phrases de mes parents, ouais. Et puis, ouais, c'est fou. Mais aussi... Parfois, j'ai l'impression, même j'ai la voix de mon père, quand j'engueule mon fils, j'ai l'impression d'entendre... Et moi, maintenant, j'ai des gestes de ma mère. Ah ouais? Des mimiques et tout, ouais. Non, mais des trucs, par exemple, je sais plus, c'était l'autre jour, je faisais un truc dans la cuisine. Et mes mains se sont mises à couper, je sais plus ce que je faisais, à faire exactement comme ma mère faisait. T'étais à l'école chez les bonnes sœurs, toi. Ouais. Ça va être une éducation très, comme on peut l'imaginer, très stricte, parce que maintenant, il y a beaucoup de lycées ou collèges ou lycées catholiques qui ne sont pas forcément beaucoup plus sévères, tu vois. Est-ce que c'était, comme on peut l'imaginer, très dur ou c'était comment? Bah, à l'époque, c'était pas mixte, déjà. Donc, du CP à la fin de 5e, puisque j'ai été virée en fin de 5e, je n'étais qu'avec des filles. Ça, c'est bien ou pas? C'est quoi ton opinion là-dessus des écoles, justement, pas mixtes? Moi, je suis pour la mixité. Toutes les mixités. C'est-à-dire que le plus on connaît de culture, le plus on connaît les ressentis d'appartenance, on va dire, le plus on connaît même de religion, le plus la vie est passionnante. Tout bêtement. Donc... je ne sais pas si j'ai ressenti la réduction, mais pendant donc 5 années de ma vie, je n'ai été qu'avec des filles, à la danse, au scout et à l'école. Et moi qui étais une amoureuse qui n'arrêtait pas de fantasmer sur des mecs, j'étais quand même très, très, très frustrée. Très frustrée. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les applications. Mais non, c'était dingue. C'était un temps de cristallisation. C'était dingue. Ça mettait des années, des fois. Alors qu'aujourd'hui, tu prends une appli... tu dis, et puis tu te grilles. Tu te grilles direct. Non. Jamais allé sur des applis, toi, depuis que ça existe? Ça fait 20 ans, il y a des sites, on va dire. Non. Ouais. Mais j'ai des gens très proches qui se sont mariés comme ça, qui sont en couple depuis longtemps comme ça. Mais c'est compliqué quand on a de la notoriété. Ça peut parfois éloigner, je me disais parfois ça, les invités, ça peut éloigner des rencontres un peu simples. Tu vois, après un gros succès, tu rentres quelque part, t'es un peu, on te regarde, ça s'arrête dans un resto. Tu vois, c'est pas forcément facile pour avoir une relation saine avec quelqu'un que tu viens de rencontrer.
qui va te regarder avec des yeux parce qu'il te connaît de quelque part, tu vois. Ah ouais, bah je pense pas du tout à ça. Tiens, Danny Boone, après Bienvenue chez Ch'ti, ce qu'il disait, il va à l'école chercher son fils parce qu'il se fait engueuler. Je crois qu'il allait faire un doigt à sa prof, il racontait. Il disait que c'était celui-là, son fils. Il disait, bon, c'était un petit peu celui-là aussi. Il a été convoqué, finalement, il arrive, ça fait une émeute dans la cour. Enfin, tu sais, c'est pas normal, tout ça. Ouais. C'est hors norme. Ouais. Bah, oui, mais moi, je n'ai pas conscience de ça, du tout. Non. Et puis, rencontrer des rencontres amoureuses... de toute façon, même avant, c'était pas génial. J'ai jamais tellement plu. Donc, ça m'a pas beaucoup changé. Non, je m'en fous. Maintenant, je suis passée ailleurs. Hein. C'est-à-dire? Ben non, mais moi, ce qui compte, c'est la qualité de rencontre. Sur le moment... T'es dans l'instant présent, tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit vraiment, je vis pas dans le passé, dans le machin. Ah non, surtout pas le passé. C'est de vivre. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy quand il est venu. Ah ouais? Il dit c'est les 5 minutes de vie du moment qui sont les plus importantes. Ce qu'on a vécu, c'est bien, ça laisse des souvenirs, mais il faut vivre maintenant. Ouais, je pense. Bah oui. J'ai des obligations de prévision. Minimum. Mais c'est tout. Et j'adore maintenant, par exemple, ne pas prendre trop de rendez-vous derrière un rendez-vous. Parce que il y a eu des fois, j'ai été déchirée de devoir partir d'un endroit par obligation parce que j'avais pris trop de rendez-vous. Maintenant, je veux pouvoir changer ma direction de journée au gré de tout d'un coup quelqu'un. Ah, tu vas là? Moi, je viens. Je trouve que c'est joyeux d'être un peu flexible comme ça. D'avoir le temps. D'avoir le temps, ouais. De prendre le temps. Prendre le temps. Pour parler du film, D'où Jésus, dans lequel tu joues le rôle d'une... On dit une mère, c'est ça, hein? Une mère supérieure. Une mère supérieure, donc c'est la chef du couvent. Ouais. Tu t'inspires de ce que tu as vécu dans la manière de se tenir, de parler, quoi. Tu te rappelles de celles qui t'ont éduqué à l'époque? Ça t'a servi pour le film ou pas? Alors, c'est très marrant parce qu'un uniforme, ça... D'abord, c'était assez plaisant de ne pas avoir à changer de costume dans la journée. Donc, c'était toujours le même. Je pouvais être grosse dedans. Parce que, a priori, une bonne sœur, c'est pas un concours de beauté, ni de possibilité d'être filmée, etc. Donc, c'était un peu à l'état brut. Mais paradoxalement, et c'est intéressant de s'interroger là-dessus, sur l'uniforme en général. Ça t'aide à jouer ou pas? Non, mais l'uniforme, en fait, est un révélateur de personnalité. Je me souviens, ma fille, elle faisait du mime quand elle était petite dans son école. Ils étaient tous en noir. Et quand on allait au spectacle de mime, ils étaient tous là en noir, habillés en noir. Et on voyait les personnalités, mais d'une force incroyable. Et donc là, on ne peut pas mentir. Quand on a le voile et le costume, on ne peut pas mentir. C'est la première chose. La deuxième, la question, c'était... Est-ce que tu t'es servi de la manière de parler, non, des expressions Non. Je me suis laissée diriger par le metteur en scène qui, lui, avait des idées. Mais moi, j'avais rencontré une bonne sœur qui avait enlevé le voile, qui était en survêt toute la journée et qui allait jouer au foot et au basket avec les garçons, les filles des environs. Elle avait une voix, paradoxalement, c'était vraiment... Elle avait les cheveux courts, comme ça, mais elle avait une voix cristalline. Donc c'était vraiment une originale. C'est-à-dire ça, c'était un personnage contrasté. Une bonne sœur qui avait quitté le voile, qui était en survêt, qui nous emmenait à la piscine dans un minibus. Elle était à la fois... et puis tout d'un coup, elle chantait avec cette voix incroyable. Elle m'aurait inspirée, mais toutes les autres, non. Au début, ça a été dur d'enfiler ce costume. Parce que c'était pas... Ça t'a rappelé... C'était pas que des bons souvenirs pour moi. Oui, ça rappelle cette première image. Est-ce que tu vas dans un couvent, quand tu prépares un film comme ça, est-ce que parfois tu vas voir justement les personnes qui ont le rôle que tu vas prendre? Non. Est-ce que tu vas rencontrer bonne sœur, machin, etc. Non. Bah, là, j'avais pas besoin tellement de... Si, j'aurais pu aller voir comment sont les sœurs contemporaines, mais quand même recluses.
Ce qui me fascine là-dedans, c'est l'idée que, en étant enfermé et destiné à la prière, d'abord il faut croire à la prière, on peut sauver une part de ce qui est sauvable dans l'humanité. Je trouve qu'il faut y croire. La plupart ont quand même des activités où elles produisent des choses pour que... Du miel. Voilà, manger, des trucs. ouais. Mais la simple prière, moi, c'est quelque chose à laquelle je ne crois pas. Et donc, ça me fascine. Tu penses qu'il y a quoi après la mort? Rien. Ah non. Moi, je pense qu'il ne faut pas encombrer les siens avec ça. C'est naturel. On est né, on ne se souvient pas de qui on était avant qu'on naisse, on ne se souviendra pas non plus après. Et puis voilà, l'essentiel c'est le présent, ce qu'on distribue, ce qu'on reçoit. On est fait de puzzles les uns des autres et voilà. J'ai pas du tout peur de la mort. C'est vrai? Non. Même quand on est en face, à un moment donné? Non. Ah! Oh putain, je vais mourir! Non! C'est pas ça. Je dis, mais parfois, tu sais, tu peux ne pas en avoir peur. Et puis, en fait, quand tu commences à être vraiment malade, d'un coup, t'as des moments de panique, ce qui est normal, d'ailleurs. Bah, moi, je crois que quand on est vraiment malade, on veut juste être soulagé. Je sais pas si on a l'instinct de se dire « Oh, je vais mourir ». Je sais pas. À mon avis, au moment où on va mourir, au moment où on va mourir de mort lente, hein, on est prêt, on s'est préparé, ça nous prépare. C'est la mort brutale qui doit être dingue. Un accident? Voilà. Et puis qu'on voit venir. Mais d'ailleurs, moi, quand on a eu des accidents, c'est ça qui est troublant, c'est la microseconde où on voit arriver le truc et où on est dedans et hop. Un accident d'avion, tu vois, tu te demandes toujours, mais une seconde avant, tu réfléchis encore, tu penses, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voile noir. C'est fou quand même. Ouais. Ça se matérialise facilement dans un film. Tu coupes l'image et tu coupes le son. Ouais. Mais en vrai, comment ça se passe, tu vois? Ben, il y a des gens qui pensent quand même qu'on a une âme qui persiste. Et je crois quand même l'âme, c'est quelque chose. Mais je crois à la biologie, je crois à l'âme. Mais c'est tout, quoi. Enfin, On a un assemblage de cellules, hein. Ouais. Non. Qui retourneront Ailleurs. Ouais, c'est ça. Hein. C'est cette éternité-là qui est belle. C'est le cycle de la vie. Ouais. Non, mais c'est ce qui est fou. Enfin, ce qui est quand même fou. Là, je peux m'énerver. On le saura que après. Hein. Non, mais ce qui est fou, c'est cette biologie. C'est fou. Et qu'on en est en 200 ans, on a bousillé notre planète, qui est, à notre connaissance, jusqu'à maintenant, je crois, à moins qu'il y ait eu des publications récentes, mais la seule planète existante avec ce système-là, de vie. Alors ça, c'est pas sûr. On a un astrophysicien qui est venu du CNRS il y a pas longtemps. Comment il s'appelle? Il m'a mis, Anthony, il m'a mis, mets un grain de sel sur ton doigt. Il m'a dit, tends le doigt. Donc, sur l'équivalent du grain de sel que j'avais, il m'a dit, si tu prends un télescope, si je prends mon télescope du CNRS, un télescope qui fait 9 mètres de long, je crois, 2 mètres de large, un truc sur une tourelle, c'est un bâtiment, finalement. Ouais. Et si tu zoomais sur l'équivalent du grain de sel, tu verrais 200 milliards de soleils. En fait, là où tu vois du noir, toi, avec un télescope, tu vois. Donc, avec 200 milliards, il y a forcément d'autres planètes qui vivent pas loin de ces soleils, de ces 200 milliards de soleils. Juste dans un grain de sel. Imagine. Je pense qu'on n'est pas tout seul et je pense qu'il y a d'autres planètes identiques à la nôtre. Mais c'est après... Il m'a complètement convaincu depuis qu'il est venu. Oui, mais la biologie, enfin, l'histoire de la vie, des cellules, de tout ça, c'est fou. Les organismes monocellulaires. J'ai vu une duplication de cellules et tu vois l'ADN qui se duplique et c'est comme une imprimerie. C'est impressionnant. Ils ont réussi à voir l'ADN, à montrer là, c'était impressionnant. Ah ouais. Je te demande comment c'est possible que ton ADN se duplique aussi bien, etc. Il n'y a pas une erreur, c'est assez fou, quoi. Ouais. Non, mais la science, c'est génial. Dans le film,
il y a une sœur qui va s'enfuir pour aller retrouver un amour de jeunesse qu'elle n'a jamais oublié, qui est accusée d'un braquage à tort. Au fur et à mesure, on va comprendre plein de choses dans le film. Je ne vais pas vous raconter tout, mais voilà. Comédie familiale, on peut y aller vraiment en famille, on va se marrer. C'est que des blagues, il n'y a pas de trucs glauques. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai, il est drôle le film. C'est le contraste de tout d'un coup quelqu'un qui ne sait pas que le monde est devenu ce qu'il est devenu et qu'il découvre. Avec 30 ans de retard. Avec, ouais, 30 ans. Est-ce que tu as eu un amour de jeunesse qu'on n'arrive jamais à oublier? Ouais, bien sûr. C'est fou, hein. Il y en a qui restent ancrés. Ben, le mien en question, il est mort à 20 ans. Donc on n'oublie pas ça non plus, le choc de ça. Ouais. Ah oui, c'est pas... Ah, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel, incroyable. Je ne peux pas oublier, non. Et d'ailleurs, l'image ne s'efface pas. Parce qu'il y a des visages qui s'effacent. Le visage, ouais, complètement. Mais, alors... Ouais, donc la réponse est oui. Putain, c'est fou. Et t'étais avec lui? T'étais avec lui quand il est... Non. Non. C'était une cristallisation. Ah, putain. Ouais. Ça donne envie parfois de réécrire avec les réseaux sociaux, de rechercher les noms. Je pense que tout le monde l'a fait une fois. Tiens, tu retapes ton amour d'adolescence, de jeunesse. Bon, il y en a plein qui se sont retrouvés. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui se sont remariés avec leur amour de jeunesse. Hein. Ah oui? Ouais. Ou alors des amours rencontrés en camping à l'époque. Tu dis, tiens, comment elle s'appelait elle? Tac, 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 tu vas voir la tête. Ouais. Tu la retrouves pas parfois, il n'y a pas de nom. Elle est passée où? Non, mais il y en a qui retombent les uns sur les autres comme ça et tout. Beaucoup, hein. Beaucoup, comme quoi on se trompe pas trop hein, quand on est jeune. C'est vrai, ça. Ouais. L'instant, c'est fou. Hein. Ouais. Et bon, il faut voir comment chacun a évolué après et tout, mais... Donc moi, la réponse, c'est impossible puisque cette personne est morte quand j'avais 20 ans et quand il avait 21. Ouais. On se marre sur un tournage de comédie plus que sur un film sérieux, ou pas forcément? Bah, je crois qu'on ne peut pas faire de théorie. Parce que les anciens disaient non, mais si ça te fait marrer de tourner un film, c'est que le film, il ne va pas être drôle. Les anciens disaient ça. Ah oui? Les anciens disaient beaucoup de conneries. Hein. Pour nous faire chier, ils disaient mais des trucs. Ils disaient par exemple, si tu n'as pas le trac, tu n'as pas de talent. D'où ça a un rapport? Aucun. Bon, bref. Et donc, moi, je dirais que... je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand il se passe un truc d'un peu exceptionnel, qu'on sent qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel dans notre façon de faire la conception du film, dans nos échanges, etc., souvent, ça transperce après quand ça passe au public. Mais ça transpire à l'image, la bonne ambiance sur le plateau. Non, mais l'exception, parce que par exemple, quand j'ai fait Amélie Poulain, on sentait tous, on se marrait pas, on se fendait pas la gueule et tout, mais on sentait qu'on était en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Un visiteur, par exemple. Ah ouais, là... Je l'ai revu il y a quelques temps, là, et c'est quand même d'une efficacité. Mais c'est dingue. Bah. Non, mais les visiteurs... Chaque punchline, chaque phrase, chaque truc, c'est fou, c'est fou. C'est le meilleur été que j'ai passé à travailler. Ah ouais? Bah ouais, parce que d'abord, c'était l'été. Avec Barnet. Ça, c'est des phrases qui reprennent. Mais qu'est-ce qu'on a ri? Mais parce qu'on a ri, parce que Jean-Marie Poiret et Christian Clavier réécrivaient chaque matin. Et il y avait des phrases auxquelles on avait dû s'habituer. Ils vous en rajoutaient d'autres qui étaient encore plus drôles. Et ils avaient une jubilation à faire, une jubilation, mais incroyable. Et donc, par exemple, il y a des... Poiret, il se mettait dans une petite cahute à 200 mètres du tournage pour qu'on l'entende pas rire, pour voir les images. Et Clavier avait des fous rires et tout. Moi, j'ai eu il y a une scène qu'on a tourné 24 fois. On n'est jamais arrivé à ne pas rire. Incroyable. Ouais. Donc, c'est un souvenir quand même incroyable de jubilation. Et je pense quand même que quand on est à ce degré-là de jubilation, ça passe, quoi. Tu sais que ça... Ouais. Quand tu tournes un film comme ça, tu te dis là, vraiment, il y a peu de chances quand même que ça marche pas. Déjà, la lecture, c'était drôle. C'était drôle à la lecture, c'était drôle à faire. Et voilà.
Et ça m'est arrivé de manière toujours un peu singulière à chaque fois. Par exemple, c'est vrai que quand on est dans le désert à Ouarzazate avec Chabat, Jamel Debbouze... Pour Astérix, hein. Il y a quelque chose d'unique dans ce moment-là. Et puis dans l'inspiration de Chabat qui d'un coup dit tiens, il y a une scène qui n'est pas écrite, mais on va aller la tourner demain entre deux trucs. Je vais faire installer une caméra et tout, on va la faire. Et c'est la scène où je déconnecte avec... Je t'appelais Itinéris. Hein, Itinéris, où je suis avec Jamel et on déconnecte, qu'on a tourné en une demi-heure. On sent qu'il y a une créativité qui s'attrape comme ça, et c'est merveilleux, quoi. Donc, c'est pas tellement de se marrer, c'est de sentir que... La mayonnaise. Ouais, et puis qu'il y a une créativité, quoi. Amélie Poulain, c'était fou de créativité. Donc voilà, c'était chouette pour ça aussi. C'est pour terminer, tu as fait beaucoup de rôles, tu as joué plein de personnages différents, et il y a vraiment un truc que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire. Dans le cinéma, je parle pas... Ah, je croyais que tu allais me le dire. Ah non, je croyais que tu allais me dire, il y a un truc que tu n'as pas fait, et je ne comprends pas pourquoi. Et ça m'aurait bien été utile. Non, c'est toi, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé jouer, je sais pas, moi, tu sais, je n'ai pas, comme on se disait tout à l'heure, je n'ai pas tellement de recul, et je n'ai pas tellement de prévisions, à part ma fin de vie... Enfin, tu vois, de prévoir un peu les 15 ans qui viennent. Mais pour le métier, la magie, elle est aussi dans se laisser aller au choix des gens. Enfin, on dépend que du choix. Alors, j'aurais pu vouloir des choses. Mais je n'ai pas voulu beaucoup de choses. Je me laisse choisir un peu. J'ai appris une anecdote que je ne connaissais pas. Tu as été prof au cours Florent, tu t'étais fait virer juste avant. Ouais. Comme élève. Il va te rappeler 3 ans plus tard. Ouais, c'est comme ça, prof. Le Monsieur Florent. Monsieur Florent, ouais. Celui qui a créé les cours. Il te rappelle, tu deviens prof. Tu deviens même prof de Jean-Paul Rouve à l'époque. Tu deviens prof de beaucoup de gens. La toute première année, il y avait Édouard Baird dans la classe. Tu as vu la subtilité de la phrase? Il y avait Édouard Baird dans la classe. Je ne dis pas, Édouard Baird était mon élève. Il y avait Édouard Baird dans la classe, parce que comment on peut dire qu'Édouard Baird est ton élève? La chose s'est plutôt complètement inversée après. C'est-à-dire qu'il y a quand même des rencontres, Pierre-François Martin Laval, Pef, Marina Foïs, toutes ces personnes étaient déjà ce qu'elles étaient. Oui, ils avaient une personnalité. Mais énorme. Tu le vois tout de suite quand t'es prof dans une école. Bien sûr, c'est ça qui est passionnant. Tu dis tout de suite, bon, lui, il est... Ben oui, ça se sent. Et il y a aussi des fleurs qui s'épanouissent tout d'un coup. Ça, c'est beau aussi à voir. C'est de voir des gens qui, parce qu'ils prennent confiance, parce que tout d'un coup, il y a des gens qui se découvrent intelligents, des gens qui se vivent comme des teubés et qui arrivent, et qui tout d'un coup, parce qu'ils sont... dans leur ressenti et tout ça, ont accès tout d'un coup à leur cerveau. C'est merveilleux. Les cours de théâtre, c'est des bacs révélateurs à qui tu es et à qui tu as envie d'être. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas restée longtemps prof. Ah bon? Non, parce que je n'aimais pas les évaluations. Parce que pour moi... C'est castrateur un peu. Pour moi, il n'y a pas d'évaluation dans l'humain. L'humain ne s'évalue pas. Il s'évalue quand il faut faire quand il faut curer quelque chose. Curer dans le sens, pas curette, mais guérir quelque chose. Ouais. Mais sinon, ça ne s'évalue pas, un humain. Un humain n'est pas meilleur qu'un autre. Enfin, un humain cache des choses, un autre a un potentiel, un autre... Bon, donc... Quand on met des évaluations dans un cadre qui est purement de la poésie, je trouve ça absurde. C'est pour ça aussi que je ne suis plus du tout inscrite aux académies des Césars et des Molières depuis 20 ans. Je suis désinscrite et je ne participe pas à ça. Non, moi, je préférerais qu'il y ait des cérémonies où on célèbre ce qui s'est passé dans l'année en créativité cinématographique, en créativité théâtrale. Mais de mettre une évaluation... En concurrence, tu veux dire? En concurrence. De l'artistique, ouais. Ouais, non. Parce que ça peut plaire à quelqu'un, moins à l'autre. Ah ouais, mais moi, j'aime des choses tellement différentes artistiquement
que je ne peux pas les classifier. Je ne peux pas dire que... Je ne peux pas dire que, je sais pas, qu'Artus est meilleur que Mathieu Amalric. Je ne peux pas le dire. Je me refuse de le dire. Oui, parce que si tu étais une autre personne avec une autre sensibilité, tu préférerais l'un ou l'autre. Bah, oui, et puis de toute façon, Dieu merci à tout le monde. Et Dieu merci. Bon, donc on a très bien compris à quoi ça servait, et donc ça ne m'intéresse pas. Donc je ne suis plus prof non plus, parce que je ne veux pas évaluer. J'ai vu des gens être des êtres fermés, torturés, et tout ça, s'épanouir et devenir eux-mêmes, et devenir des grands artistes. D'autres l'étaient déjà, d'autres le sont devenus. Laissons la chance au temps, à la magie des rencontres et tout ça. Attendre des récompenses, ça rend malheureux, de toute façon. Chercher des étoiles, si tu les as pas, quand tu es restaurateur, il y en a plein qui ont sombré dans des grosses dépressions. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Parce qu'en fait, tu attends et c'est parfois, ça dépend de la sensibilité du gars, du machin. Tu as travaillé toute ta vie pour. Ouais. Il faut plutôt avoir la reconnaissance du public, des gens qui aiment bien ce que tu fais. C'est plus ça le thermomètre du succès. Et puis, il faut rester, faut pas se déconcentrer. Dans le sens, enfin, concentré, je ne le suis pas tellement, mais sur son envie, sur qu'est-ce qui nous mène. Et si on est parasité par regarder dans l'assiette de l'autre ou se dire oh, bah, j'ai pas été aimé là-dedans et tout, moi je sais très bien ce que vaut ce que j'ai fait à tel endroit. Je suis généralement très insatisfaite, donc j'ai pas besoin qu'on vienne me tapoter au bâton ou qu'on me dise coucou panier. Je suis responsable de ce que j'ai fait, et je le fais, et j'essaie d'améliorer. Toi, t'as fait 10 millions, non, non, c'est combien, les tuches? Avec les tuches, c'était énorme, non? Bon, je sais pas, ça fait à chaque fois à peu près 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est les mêmes qui retournent voir les tuches. Ouais, qui aiment la saga. Ouais. Donc, voilà, alors que 20 millions sur, par exemple, Intouchable, Ouais, bah. Bon, il y en a peut-être qui y sont allés 2-3 fois. Mais 51 millions avec l'international. Mais dingue, Bah. c'est génial. Et dernière question, dans Tati Daniel, qui est sorti en 90, je crois. Oui. C'est un film qui te fait exploser à l'époque. Tu vas mettre une claque de cinéma à une comédienne qui va faire semblant d'être morte sur le plateau. C'est vrai, cette histoire? Oui. Elle a fait semblant d'avoir eu un... Enfin non, je pense qu'elle a eu mal. Tu l'as touché pour de vrai? Ben, je précise qu'il y avait un cascadeur qui venait nous apprendre à faire les claques, et elle a refusé de faire une fausse claque. Mais c'était une dame qui était plus âgée que toi? Elle avait 80 ans déjà, ou 75. Elle avait fait du théâtre. Elle dit non, si tu tapes bien la plaque comme ça va aller. Bon, je dis non, mais faisons semblant quand même. T'avais 28 ans, toi, à l'époque, non? Ouais. Ah, ouais. Et il y avait un matelas pour qu'elle chute. Donc, quand même, ils ont mis le matelas. Mais ils m'ont dit non, bah, fais comme elle dit. Donc, on n'a fait qu'une prise. Hein. Donc, je lui ai foutu la claque. Elle est tombée sur le matelas. Elle a dit ouh, là, tu m'as fait mal. Ah, waouh. Et genre, je suis évanouie. Et je suis restée 2 secondes, comme c'était un plan sur moi, un peu... Et puis j'ai dit ma phrase, bah, c'est ça, pleure, tu pisseras moins, et je suis partie. Mais j'ai pleuré. Mais pendant, je sais pas, j'étais bouleversée. Ouais, j'ai eu tellement peur. Ouais. Et il faut savoir qu'après, on m'a fait donner des claques tout le temps. Ah bon? Ah ouais. Et il y a eu un jour, j'ai dit non, mais moi, c'est fini, je ne donne plus de claques. Et récemment, on m'en a refait donner une. Comme si j'étais Madame la claque. Mais normalement, la claque de cinéma, enfin, tu mets la caméra derrière celui qui la prend et normalement, tu ne touches même pas le corps, non? Il y a un bruit de claque au moment où ça passe. Ouais. Mais... Non, elle voulait une vraie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? Alors, moi, je vais revenir au basique. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a pas eu d'obus qui ont traversé ton salon. Tu peux déjà remercier Dieu, s'il existe. Ensuite, ton enfant va bien, tu peux remercier Dieu. Ensuite,
tu arrives à te lever Sur tes jambes. sur tes jambes et tu marches. Parce que j'ai eu une petite période où j'avais des vertiges et je marchais comme Joe Biden, comme ça. Ah, je vous le fais. Un matin, je me suis réveillée et je marchais comme ça. Donc, tu ne marches pas comme Joe Biden le matin. Tu peux déjà remercier Dieu. Voilà, tout le reste, c'est du bonus. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je te check. C'était un plaisir de te revoir et de te rencontrer vraiment. Ouais, ben pareil. Pris Hein. plus le temps et c'était vraiment. Et si tu as besoin un jour que quelqu'un t'interviewe. Je t'appelle? Ouais. Avec plaisir. J'y pense en plus. C'est vrai? Je demande parfois. Et, ouais. Ouais, je le ferai. Avec plaisir. Ok, Merci mais beaucoup. je préparerai avec Monsieur Fiche. Ah oui, Monsieur Fiche. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Et merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. D'où Jésus est au cinéma. Il est dispo. D'où Jésus de Vous allez le Frédéric voir. Ring. Avec qui? Avec qui Marie-Lou Berry. Ah oui, pardon. J'allais dire avec qui que tu connais. C'est Ah ton ami oui, depuis 30 ans, Frédéric. c'est ça, Ah ouais. je disais. Il est très drôle, le film. Vous pouvez y aller en famille, vous pouvez profiter. Je vous mets les liens si vous voulez aller voir, même la bande-annonce et tout ça. Je vous mets tout de dispo dans la description de la vidéo sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, merci d'être de plus en plus nombreux et de faire de Légende le premier podcast de France. C'est pareil, c'est dans la description. Je mettrai les liens. Tout ce qui est intéressant pour aller voir le film, si vous voulez voir les séances, etc. Je vous mettrai tout ça dans la description. Merci à tout le monde d'avoir préparé la vidéo. On se retrouve comme chaque semaine, le mercredi, vendredi et dimanche pour 3 émissions ou 3 interviews ou 3 documentaires, comme justement celui d'Auschwitz, on en parlait tout à l'heure. On vous sort 3 émissions par semaine et une le mardi sans animateur avec des journalistes derrière la caméra qui posent des questions. Et si vous voulez tous venir, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de m'envoyer un email avec votre numéro, quelques petites anecdotes et vous serez les bienvenus sur le plateau aussi. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.